La commune de Saint-Paul-en-Jarret est une petite localité, c'est tout à fait rural. Elle est située à proximité du Pilat, entre Lyon et Saint-Étienne, donc aux portes du Forez, tout simplement dans la Loire. C'est un endroit tout à fait tranquille. André Buffard, avocat de Stéphanie Gletti. Dans lequel se sont installées au cours des dernières années des entreprises, et souvent d'ailleurs des entreprises un peu performantes. Philippe Gletti, c'est le patron de Princeps Salut, qui travaille beaucoup sur les chantiers du secteur. Il y a une vraie réussite. Le 27 février 2012, Stéphanie Gletti nous informe qu'elle n'a aucune nouvelle de son mari depuis le matin même. Robert Panot, directeur d'enquête. Ce qui lui semble étrange parce qu'ils devaient déjeuner ensemble. Je l'apprends pas tout de suite, moi, parce que, étant enceinte, mes proches ont voulu me protéger parce qu'ils avaient pas très envie que je m'inquiète outre mesure. Anaïs Gletti, fille de Philippe Gletti. On essaye de l'appeler, le portable est coupé. Et là, on commence à sérieusement s'inquiéter. Je commence à sérieusement m'inquiéter en me disant que c'est pas normal, qu'ils nous auraient pas laissé comme ça sans nouvelles. Ça veut dire quoi, disparu? Disparu, je dis Philippe, c'est pas un objet, on disparaît pas. Donc, on m'a dit, oui, on ne sait pas où il est. C'est l'angoisse, on se demande ce qui se passe. C'est un stress énorme quand quelqu'un disparaît comme ça sans savoir. Nous avons à cœur de reconstituer l'emploi du temps de Philippe Gletti. Monsieur Gletti a quitté le domicile peu après 8 heures pour rejoindre son entreprise. À compter de son arrivée, il va avoir une activité tout à fait normale. Il va saluer ses collaborateurs. J'ai voulu aller le saluer et tout, puis il était avec des personnes en réunion et tout, donc je l'ai salué du bas. Jean-Claude Viala, ex-salarié de Philippe. Et après, on l'a plus revu. Il va vaquer à quelques occupations, quelques prises de contact. Il est environ 11 heures et il part un petit peu en coup de vent, je dirais, sans donner aucune explication à son entourage. Et puis, après 11 heures, plus aucune nouvelle. C'est blackout total et ça ne lui ressemble pas. Les gendarmes laissent passer la nuit et puis assez rapidement, comme Philippe Gletti d'abord est une personnalité un peu connue et puis que rien ne permet de penser qu'il a pu disparaître brutalement, on va déclencher les premières investigations pour essayer de le retrouver. Le premier élément matériel qui va apporter un petit peu de grain à moudre dans cette disparition. Robert Panot, directeur d'enquête. C'est la découverte du véhicule de Philippe Gletti, un véhicule qui a été localisé sur la place du village de la Terrasse-sur-Dorlay, qui est distant d'environ 3 km de Saint-Paul-en-Jarret. À l'aide du double des clés fournies par Stéphanie Gletti, le véhicule a été ouvert et tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, il n'y a absolument aucun indice, aucun désordre particulier. On peut supposer que le monsieur Gletti est venu stationner à cet endroit dès lors qu'il avait quitté son entreprise aux alentours d'11 heures ce matin-là. Nous pouvons commencer à échafauder différentes hypothèses. L'hypothèse d'un suicide de monsieur Gletti, c'est une des pistes évidentes parce que l'environnement de la commune de la Terrasse-sur-Dorlay s'y prête particulièrement. C'est un endroit rural, boisé, et il y a notamment un barrage assez conséquent où de temps à autre, effectivement, des corps sont retrouvés, sont découverts. Ça nous traverse l'esprit, mais c'est pas son style quand même. C'est pas quelque chose qu'on pense capable de faire. Rien dans sa vie, rien dans ses affaires ne peut laisser à penser qu'il ait eu une quelconque volonté suicidaire. Dans l'entreprise, il y a souci. Du premier jour, on en rigole. On sait qu'il va revenir, le deuxième jour, puis après, on commence à s'inquiéter quand même, parce que c'est jamais arrivé et tout. Puis c'est comme le patron, donc c'est inquiétant pour toute l'entreprise, quoi. Qu'est-ce qui est arrivé, quoi? Il se passe donc 5 jours où il se passe rien. Yves Renaud, journaliste à France Bleu. Les gendarmes enquêtent, évidemment, mais il n'y a pas de corps, il n'y a pas de victime, donc on est dans le flou. Et les salariés de l'entreprise, les proches de la victime, se disent, mais on ne peut pas rester comme ça, enfin, il faut qu'on ait une réponse. Mais il fallait qu'on trouve, on savait que sa voiture était là, donc forcément, où il était parti avec quelqu'un, où il était dans le coin. Et donc, à partir du stationnement de la voiture, ils commencent à, eux, faire un quadrillage du secteur. Et ils vont pas mettre 107 ans à trouver le cadavre.
En remontant ce chemin, à un moment, il tombe sur le bord du fossé, sur les bottes de Philippe Gléty qui dépassent légèrement du fossé, et on le trouve. On allait donc les rejoindre, les jeunes qui faisaient les recherches au hasard. Françoise Gaillard, sœur de Philippe Gléty. Et c'est dans la voiture qu'on a appris. Moi, j'entends un hurlement au téléphone, un hurlement. Et puis bon, on était 4 dans la voiture quand même, avec mes parents. Donc ça jette un froid quand même, donc on est tous complètement sidérés, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Donc quand on est arrivé sur place, il y avait les barrières de sécurité, et on était tous très très choqués, bien sûr. Le corps de M. Gléty est dans une petite combe qui est en contrebas d'un chemin forestier en impasse où il y a très très peu de passages à proximité d'une rivière, le Dourlay. Sur les premières constatations, il apparaît que M. Gléty présente 3 traces d'impact et donc il a été tué par balle. Alors on a un orifice dorsal et 2 orifices crâniens qui laissent à penser de manière évidente que M. Gléty a été abattu de dos dans le cadre de ce qui peut laisser penser à une exécution. Ça a été brutal, violent, il n'y avait pas d'échappatoire. Sur les lieux, aucune arme n'est découverte, que ce soit sur place immédiatement ou aux alentours. Donc aucun indice, sauf, et c'est très important, les projectiles qui sont restés pour certains. Et nous sommes en présence d'une arme qui serait de calibre 8 mm, donc une arme rare. Suite à la découverte du cadavre et aux autopsies, on va pouvoir déterminer la date probable du décès. Il a dû être tué très peu de temps après avoir quitté l'entreprise le lundi précédent. On est choqués quand même. On ne pensait pas qu'il se soit fait tuer quand même. C'est un début de catastrophe, on va dire. Donc, On me dit qu'il a été tué d'une balle dans la tête, enfin de plusieurs balles dans la tête. On comprend pas. On comprend pas ce qui se passe, on comprend pas pourquoi, et puis on comprend pas qui surtout. Enfin, Anaïs Gléty, fille de Philippe Gléty. qui a pu lui en vouloir à ce point-là. On est issu d'une famille de 4 enfants, 3 filles et un garçon, donc Philippe était le petit dernier. Le chouchou de 3 filles aussi. Et oui, donc On était très fiers de notre frère, on avait qu'un garçon. Il a eu son accident de vélo, il avait 10 ou 11 ans, il s'est fait renverser par une voiture. On a cru qu'on allait le perdre. Il a toujours dit qu'il était en sursis. cet accident, oui, lui a permis, enfin, lui a donné l'envie de croquer la vie à pleines dents. Faire un maximum de choses et le plus vite possible. Pour tout. Monsieur Gléty, il a 47 ans, et il est donc dans la force de l'âge, il a beaucoup de projets, il est parti de rien, c'est un autodidacte. C'est quelqu'un qui n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, ni quelqu'un qui a hérité de l'entreprise de son père. Et il avait envisagé de créer sa propre entreprise, ce qu'il a réussi à faire, effectivement, en s'installant à Saint-Paul-en-Jarret, à la tête de son entreprise nommée Princeps Salut. J'ai intégré Princeps en 2004 comme menuisier aluminium. Jean-Claude Viala, ex-salarié de Philippe. Dans une entreprise où il y a une dizaine d'employés qui était en pleine expansion. En quelques années, on est passé d'une dizaine à maximum qu'on est monté, on était 49 employés. Philippe Gléty était un excellent patron. Il était humain. Il était très bon les matins, c'était une poignée de main tous les jours. Il avait le contact avec aussi bien le petit personnel que les cadres. On se tutoyait, c'était vraiment, on va pas dire un copain, ça restait un patron quand même. Mais il était très, très humain et il partageait. On n'était pas à l'écart, on va dire. Il a à cœur d'animer une cohésion, une solidarité au sein de l'entreprise, parce qu'il organise des soirées, des virées en voiture, etc.
Donc c'est un type convivial qui a le contact facile et qui sait entretenir son réseau de relations, aussi bien les clients que les gens qui travaillent dans son entreprise. Oui, c'est quelqu'un qui a du charisme. Je crois que c'est peut-être ça qui le caractérise le plus. Les motos et les voitures, c'était son truc quand même. Il faisait du circuit un petit peu. C'était une Porsche. Il aimait les belles choses et il aimait quand même qu'on les voit aussi. Il aime les belles voitures, il aime les femmes, et donc c'est quelqu'un qui croque la vie par tous les bouts. C'est un séducteur invétéré. Certains diront il ne pense qu'à ça. Monsieur Gletti, très rapidement, on l'a su, avait une vie assez mouvementée, quelque peu dissolue, avec des relations extra-conjugales. Robert Panot, directeur d'enquête. Tarifé ou non, avec des amis, avec des inconnus. Donc là, on entre dans une hypothèse où il y aurait plusieurs sous-hypothèses, je dirais. À commencer par l'épouse de Monsieur Gletti. Effectivement, les enquêteurs nous interrogeaient sur Stéphanie Gletti en se demandant quel intérêt elle aurait pu avoir à faire disparaître son mari. Très rapidement, l'hypothèse va prendre un peu d'épaisseur encore parce que nous apercevons qu'au sein du couple, il existe de véritables tensions. C'est un couple qui se dispute fréquemment, qui est un petit peu dans les violences légères. Et d'ailleurs, lors d'une perquisition effectuée au domicile du couple, nous découvrirons des clichés photographiques de certaines parties du corps de M. Gletti, où il est question d'ecchymose, de morsures, de griffures. Il y a tout lieu de penser que M. Gletti était en train de constituer un dossier concernant les violences commises par son épouse, en vue, pourquoi pas, d'argumenter sur un futur divorce, une future séparation. Et puis, le soir même de la disparition de Philippe Gletti, elle change la carte SIM de son téléphone. Et là, ça, les enquêteurs, vous voulez effacer les traces de vos conversations? Ah non, elle a brûlé ma carte SIM, donc j'ai été obligé de la changer. Madame Gletti s'en expliquera en disant simplement que c'est une forme de coïncidence, tout simplement. Elle juge que, quant à elle, qu'elle n'a pas cherché à dissimuler quoi que ce soit. Alors bien évidemment, Madame Gletti se défend de toute participation aux faits criminels et à la mort de son mari. Elle n'a pas d'explication véritable en ce qui la concerne. Les enquêteurs vont donc vérifier ce que faisait sa femme ce lundi 27 février 2012. Concernant l'emploi du temps de Madame Gletti, elle était chez elle, tout simplement. Donc c'est vrai que le déclenchement géolocalisé de son téléphone la situe effectivement sur cette zone. Donc on n'a pas vraiment lieu de douter sur ce point-là, en tout cas, de ce qu'elle nous avance. Et à aucun moment elle ne disparaît, à aucun moment il y a dans sa vie un créneau susceptible de lui permettre de commettre un crime. Il faut bien comprendre que le personnel et les proches, bien sûr, de M. Gletti, le personnel de l'entreprise est un vivier très important pour nous amener toutes sortes d'informations. Il s'agit pour nous de collecter pour voir où ça nous mène. Donc, parmi les gens qui osent s'avancer un petit peu plus que certains, on nous dit textuellement, c'est une affaire de fesses, avec tout ce que ça sous-entend. Une maîtresse est conduite, revancharde, un acte commandité, à la suite d'une relation qui s'est mal passée, un mari jaloux, bien sûr. Surgit le spectre de l'ancien mari de Stéphanie, Philippe Traîne, qui avait mal supporté la trahison de sa femme avec Philippe Gletti, qui avait mal supporté qu'elle finisse par épouser Philippe Gletti, qui l'avait même menacé, qui était venu un jour dans les locaux de Princeps Salut le menacer avec un couteau à huître pour lui dire « mais arrête ces relations avec ma femme, ça suffit, c'est bon quoi ». Alors il y aura, lors de cette échauffourée, l'intervention de la compagne de M. Philippe Gletti à l'époque, il s'agit de Mme Emmanuelle Fayard, qui, elle, entre dans le bureau sans trop comprendre ce qui se passe,
Et donc il va obtenir les explications selon lesquelles elle aussi est trompée. L'échauffourée va en rester là, Monsieur Train va choisir le repli. Évidemment, on va essayer de recoller un petit peu les morceaux avec sa compagne, hein. Mais le temps fera son effet. Finalement, la séparation aura lieu. Donc Monsieur Train reste sur l'idée que s'il a perdu sa femme, il le doit à Monsieur Gléty. Là où on tombe dans le vaudeville, c'est que l'ex-mari de Stéphanie s'est mis en couple avec l'ex-femme de Philippe Gléty. Et donc, le nouveau couple, Philippe Trahen et Emmanuel Faillard, deviennent de fait des suspects potentiels à nouveau pour les gendarmes. Ils peuvent avoir le ressentiment de la trahison et de Philippe Gléty et de Stéphanie et de vouloir se venger quelques années plus tard. Là aussi, c'est encore un motif possible de l'élimination de Philippe Gléty. Les gendarmes creusent cette piste mais ne trouvent rien de significatif. C'est donc tout naturellement qu'ils se réorientent vers l'entreprise et ses salariés. Parmi eux, une personne joue un rôle particulièrement important. Bettina Beau, c'est la femme de confiance. Et elle gère beaucoup de problèmes au sein de l'entreprise. Elle fait office à la fois d'assistante, mais aussi un peu de directrice du personnel. Elle est aussi l'oreille de Philippe Gléty dans les ateliers. Enfin bref, c'est quelqu'un qui a une véritable importance au sein de l'entreprise. On entend beaucoup parler de Bettina à la maison. Bettina, elle a quand même une place importante au sein de l'entreprise et au sein de la vie de mon papa. Hein. C'est son bras droit au départ. Hein. Donc c'est vraiment quelqu'un en qui il investit beaucoup d'espoir. Au départ, Philippe Gléty, c'est vraiment son mentor. Philippe Beau, mari de Bettina Beau et auteur de Coupable d'innocence. C'est vraiment le patron idéal pour elle. Elle est la numéro 2, donc elle est très investie, et ce, depuis de très nombreuses années, auprès de Monsieur Gléty, qui lui-même lui fait une totale confiance et lui délègue certains de ses pouvoirs. Du départ, Bettina s'investit à 200% dans cette société. C'est son bébé, même si c'est pas sur le papier sa société. Bettina a des horaires de travail de bureau, hein. Bon, c'est quand même. Mais elle va, par exemple, aller terminer un travail le samedi matin, alors qu'elle doit pas travailler. Même pendant les vacances, il faut aller au bureau. Par exemple, pour faire les fiches de paye, ça c'est arrivé beaucoup de fois. Ben, elle va le faire. Dans une première audition qui se veut un petit peu sommaire, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas encore beaucoup d'éléments. C'est une audition assez classique, au même titre que les autres employés, où elle se montre totalement effondrée. Hein. Bettina a une attitude de l'employé qui est traumatisé par ce qu'elle vient d'apprendre. Je me souviens de l'annonce de son décès, c'est un dimanche. Le téléphone de Bettina sonne, je la vois décrocher et je la vois changer d'attitude à tel point qu'elle va carrément s'effondrer physiquement. Je lui dis qu'est-ce qui se passe et là elle me dit en larmes, elle me dit ils ont retrouvé le corps de Philippe Gléty. Au sein de l'entreprise, tout le monde sait que Bettina a quelque part les faveurs de Philippe Gléty. Hein. Dans le même temps où était son bras droit, elle a été pendant un temps effectivement sa maîtresse. On sait très bien ce qui se passait entre Philippe Gléty et Bettina, quoi. Donc, bien sûr. Bettina Beau elle-même, elle a une vie sexuelle un peu particulière, un peu débrayée elle-même. Concernant sa relation intime avec Philippe Gléty, elle nous dit que c'est pas quelque chose de suivi en soi, hein. C'est quelque chose de tout à fait ponctuel, avec des petits rendez-vous extérieurs, mais plutôt furtifs, plutôt dans les véhicules, ou des petits rendez-vous à l'entreprise quand vient l'heure de fermeture. Voilà, donc il y a une relation sexuelle, mais il n'y a pas de relation sentimentale poussée. Le 7 mars, elle est entendue comme témoin, hein, simple témoin à la gendarmerie. Philippe Beau, mari de Bettina Beau. Donc elle va y passer 1 heure ou 2. De là, les gendarmes donc vont monter à la maison avec elle pour la perquisition. Bon, sur le coup, je suis un petit peu choqué, mais quand ils se présentent en me disant voilà, gendarmerie, on vient faire une perquisition, je dis ok, bien sûr. Dans ma tête, je me dis c'est normal. C'est normal. C'est la proche collaboratrice de Philippe Gléty.
Les gendarmes vont de pièce en pièce, fouillent, remettent en place, questionnent sur des objets, etc. Et me posent la question, est-ce que vous avez de l'argent en grande quantité ? Je dis non, j'ai un petit peu de liquide, mais bon, sans plus. Est-ce que vous avez des armes ? Oui, parce que je suis amateur d'armes, j'ai des armes anciennes. Dans une table se trouvent rangés quelques revolvers et pistolets. J'ai voulu à un moment donné donc prendre une des armes pour leur donner. Tout de suite ils m'ont dit non, touchez pas aux armes et à ce moment-là ils ont mis les gants et toutes les armes ont été prises, mises sous scellé. Et on est immédiatement frappé par une de ces armes de poing qui est de calibre 8 mm. Robert Panot, directeur d'enquête. Et très rapidement, nous allons demander que des expertises balistiques soient réalisées afin, le cas échéant, de faire correspondre le profil de l'arme saisie et le profil de l'arme utilisée pour les faits. Le lendemain, je dois aller à la gendarmerie pour être auditionné pour la première fois. Tout le monde debout à 6 heures, chacun va se préparer, etc. Et à un moment donné, il est environ 7 heures du matin, Bettina est prête, elle est habillée de pied en cap, et elle est assise à la table du salon et elle pleure à nouveau. Ça y est, les nerfs lâchent encore, donc je vais pour la consoler comme je l'ai fait la veille. Et là, elle lève la tête, elle pleure toutes les larmes de son corps et elle me dit « c'est moi qui l'ai tué ». Donc là, le monde s'écroule. Le monde s'écroule, je comprends pas, je dis « quoi ?» Elle me répète « c'est moi qui l'ai tué ». Je dis « mais c'est pas possible, c'est pas toi ». Ça va pas. Alors, si, c'est moi qui l'ai tué. Je lui dis « mais pourquoi tu l'as tué ?» Mais je l'ai tué parce que je pouvais plus le supporter. Mais j'ai dit, on tue pas les gens parce qu'on peut plus les supporter. Et j'ai dit, tu l'as tué avec quoi ? Avec une de tes armes. Et là, tout se met en place. La perquisition de la veille, les gendarmes, le 8 mm, le gendarme qui insiste sur cette arme, j'ai tout compris. C'est bon, ça y est, j'ai dit non, t'as pas pu faire ça. Je pense à ce moment-là qu'elle est pas coupable, qu'il y a un complice ou qu'on l'a forcée à faire ça. Mais c'est pas ma femme qui a tué cet homme, c'est pas possible. Bettina me demande tout de suite, emmène-moi à la gendarmerie. Je dis, oui, bien sûr, y a pas de problème, je vais t'emmener à la gendarmerie. Et quand on est tous les deux sur le chemin de la gendarmerie, elle me reparle de leur liaison. Alors, je savais qu'ils avaient été amants. Là, dans la voiture, elle me dit que ça continuait. Il y a des grands moments de silence parce que moi je suis complètement perdu. Elle pleure de toute façon, elle est incapable d'avoir une conversation autre que ces bribes où elle répète la même chose qu'à la maison. Bettina Beau se présente spontanément avec son mari. Robert Panot, directeur d'enquête. Donc là, elle nous annonce immédiatement qu'elle désire reconnaître les faits et qu'elle est l'auteur de l'assassinat de M. Philippe Letty. Bien évidemment, elle est immédiatement placée en garde à vue. On se rend compte très vite que nous avons affaire à une personne effondrée, mais qui a envie de se libérer. Alors Bettina Beau nous dit très rapidement qu'elle a pensé à commettre cet assassinat au cours du week-end précédent les faits. Elle a ruminé et préparé son action, allant jusqu'à se saisir d'une arme appartenant à son mari, qu'elle va dissimuler le matin même des faits dans son véhicule. Le lundi matin, elle va se rendre à l'entreprise comme à son accoutumée. Elle va, au cours de la matinée, lui envoyer un SMS sous le prétexte de solliciter un câlin, sachant que M. Letty y répondrait probablement favorablement, puisque c'est un petit peu dans leurs habitudes. Il va la rejoindre sur le parking de la terrasse sur Dorlay. Il est convenu qu'il puisse aller dans un lieu un petit peu plus tranquille et c'est pour cela qu'il accepte, lui, de s'embarquer à bord du véhicule de Bettina Beau. Elle dit qu'elle gare son véhicule, ils descendent tous deux pour cheminer sur ce fameux chemin forestier. Et sous le prétexte d'avoir oublié quelque chose dans son véhicule, elle demande à Philippe Letty de l'attendre. Elle se rend à son véhicule, elle va se saisir de l'arme.
Elle nous dit qu'elle tirera évidemment sans sommation, immédiatement, de dos. Le corps de M. Gletti, sous ce premier impact, voire un second impact derrière le crâne, est tombé contre le bas du sentier. Et elle s'est approchée du corps pour tirer une fois encore à l'arrière du crâne de Philippe Gletti. Pendant des mois, ça m'a torturée, ça, quand même. Françoise Gaillard, sœur de Philippe Gletti. C'est de savoir, est-ce qu'il a souffert? Est-ce qu'il a souffert? Et ça m'a empêché de dormir pendant des semaines et des mois. Hein. Ce qui est dur, c'est que déjà, je pense qu'il avait confiance en elle. Donc déjà, c'est une première trahison. Et puis se dire que pendant 48 heures, elle n'a pas pu changer d'avis. Jocelyne Fontanelle, sœur de Philippe. Au dernier moment, il me semble qu'une chose pareille, on peut dire, mais tu fais une bêtise. Enfin, je sais pas. Lorsque Bettina Bot raconte cette scène, ça fait un peu froid dans le dos. Ça montre une détermination assez incroyable et surtout un sang-froid total et puis une volonté de tuer. Il faut quand même pendant un week-end se dire tranquillement, bon, la situation est compliquée, quelle est la solution? Je vais le tuer. Elle lui dit, viens, on va aller se promener à la campagne, viens, je vais m'occuper de toi gentiment, l'abattre, et puis l'achever comme un chien. Et encore, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens achèveraient leur chien dans ces conditions. Et elle retourne travailler comme si de rien n'était. Et puis, dans tous les jours qui vont suivre, elle joue la comédie de l'assistante éplorée qui dit mais Philippe, il est où? Elle sait bien où il est. Il est là-bas sur le petit chemin de la terrasse sur Dorlay. Elle est arrivée au bureau en cherchant partout, demandant si on n'avait pas vu mon frère. Donc ça paraît quand même surprenant. Il faut garder un sang-froid. C'est quand même une sacrée maîtrise. Bettina Bot, la question qui lui est posée, nous certifie qu'elle a agi seule et en toute conscience. Ceci dit, nous sommes enquêteurs et il nous appartient de vérifier s'il n'y a pas eu de complicité quelconque. Et M. Bot, bien évidemment, peut être placé en tête de liste concernant ses doutes. Au bout de 2 heures à peu près d'audition, l'un des gendarmes va me dire « Vous allez être placé en garde à vue ». Ça tombe comme un coup près. Je vois son cheminement. Son cheminement, il est simple. C'est moi, Philippe Bot, le mari jaloux qui a tué l'amant de sa femme. Voilà. Vous êtes complètement démunis, vous savez pas quoi faire. On est perdu. On sait que nous, au fond de nous-mêmes, on est innocents, mais il y a cette culpabilité qui vous est jetée à la figure par ces gendarmes. Quand vous avez la juge d'instruction qui débarque quelques heures après et qui vous dit froidement, sans vous avoir dit bonjour avant, ça sert à rien. Monsieur, je ne sais pas, ce sont ces mots, hein. Monsieur, je ne sais pas ce que vous avez raconté hier soir à votre femme, mais ce crime, il n'est pas féminin. Alors, prends ça, il faut que je trouve un alibi. Ça s'est passé il y a 10 jours, je me souviens pas de ce que j'ai fait. Je suis brocanteur, j'ai pas d'horaire fixe, c'est pas du 8h midi, 14h, 18h. J'ai pas de témoin, j'ai rien. Donc je m'enfonce. Je m'enfonce littéralement. Il y a des moments, j'étais tellement effondré que je voulais mourir. Je m'accrochais parce que ma fille était là, parce qu'elle avait besoin de son père. Sa mère venait déjà de la trahir quelque part. Et moi, je pouvais pas la trahir, donc il fallait, ça y est. Pardon. Il fallait tenir par rapport à ça. J'ai pas d'alibi et c'est curieusement eux qui vont me servir mon alibi sur un plateau. L'analyse téléphonique liée à la ligne fixe de son domicile va démontrer qu'un appel a été passé à la période de commission des faits où M. Bot a manifestement répondu. Donc physiquement, il était effectivement et très probablement à son domicile. Si j'étais au téléphone fixe à la maison à 11h, je ne pouvais pas être sur les lieux du crime en même temps. Et ça me sauve. C'est vraiment Dr Jekyll et Mr Hyde, quoi. Tout le monde va tomber de l'armoire. Quand on va leur dire que c'est une meurtrière, personne ne peut croire ça. Parce que tout le monde la connaît comme extrêmement réservée, jamais un mot plus haut que l'autre. Elle avait vraiment une double vie, une double personnalité. Ma sœur, à ce moment-là, elle me dit c'est Bettina qui a tué papa, quoi. Donc là, c'est vraiment la stupéfaction à ce moment. Parce qu'en fait, on avait envisagé toutes les hypothèses, sauf ça. Sauf ça parce que voilà, moi, à mes yeux, c'était vraiment quelqu'un de droit, de stable,
J'avais beaucoup de mal à y croire. Ça a été une période de déni même derrière. Alors concernant le mobile et les motivations de Bettina sur cet assassinat, elle dit tout simplement qu'elle subissait une énorme pression au travail, pression de Philippe Gléty en personne, et que très progressivement, elle ne l'a plus supporté. Ça faisait plusieurs mois que tous les lundis, il y avait ce point financier où là, il fallait vraiment qu'elle explique à Philippe Gléty pourquoi il y avait telle dépense, pourquoi l'argent ne rentrait pas de telle personne, etc., etc. Le point financier, c'était devenu sa bête noire. La situation de l'entreprise est un peu complexe au moment du crime. Il y a des rentrées d'argent qui ne se font pas, il y a des fournisseurs qui exigent d'être payés, et Philippe Gléty demande à Bettina Bot d'être très rigoureuse là-dessus, d'aller chercher l'argent là où il est. Elle n'a pas été formée à ça, c'est pas son métier, elle le fait, mais elle ne se sent pas à l'aise sur cette quête d'argent, et donc ça aussi, ça contribue à son malaise. Et le soir, elle rentre, elle est fatiguée, elle est stressée. Et voilà, c'est de la faute à Philippe Gléty. Les pressions au travail, ce sont des pressions que vivent tous les jours des centaines de milliers de travailleurs à tous les niveaux d'une entreprise. Est-ce qu'elle a été déçue de quelque chose à un moment donné, ou dans le milieu du travail, ou dans le milieu personnel, intime, avec mon frère, on ne sait pas. Hein. Non, mais moi j'avoue que j'arrive pas à trouver une explication. Que Gléty envisageait de manière très sérieuse de la remplacer à son poste. En l'occurrence, Bettina Bot ne serait plus numéro 2, n'aurait plus la confiance de son patron et l'aura dont elle bénéficiait aussi auprès de tous ses collègues. Enfin, si tous ceux qui avaient des problèmes au boulot tuaient leur patron, on a du mauvais sein à se faire quand même. Il n'y aura plus beaucoup de patrons. Hein. Pour les enquêteurs, le burn-out de Bettina Bot ne peut pas être la seule explication de son geste. Elle s'est plainte d'un prétendu stress insupportable au travail dans l'entreprise, alors que tous les employés qui ont été entendus diront qu'au contraire, l'ambiance était plutôt bonne. André Buffard, avocat de Stéphanie Gléty. Que Philippe Gléty n'était pas un patron dictatorial. Mais moi, je suis convaincu que Bettina Bot s'est mis la pression toute seule. Je pense qu'elle a très mal vécu le fait que, petit à petit, elle a perdu son rôle dans l'entreprise. Petit à petit, Philippe Gléty a considéré qu'elle n'était plus faite pour le rôle de l'assistant ou de l'adjoint dont il avait besoin. Et c'est ça qu'elle a mal vécu. Elle a très mal vécu. Elle a vécu comme une humiliation. Elle a vécu comme un déclassement. Je pense que c'est ça qui était insupportable. Et je pense que c'est ça qui a nourri en elle cette volonté homicide. C'est un crime d'orgueil. C'est un crime basé uniquement sur la déception de ne pas avoir eu cet emploi. C'est étonnant comme on peut passer, quand j'entends ça, ou à côté d'une histoire humaine, quoi. David Metaxas, avocat de Bettina Bot. Si Bettina elle avait eu de l'orgueil, je pense qu'elle aurait réagi autrement. Entre son mari, son patron, si elle avait eu ne serait-ce qu'un sursaut d'orgueil, elle aurait pris ses valises et elle se serait barrée. Moi, je le dis, c'est un crime d'autodestruction. J'en garde le souvenir, finalement, de la première fois où je l'ai rencontrée. Elle venait d'être incarcérée. Un petit bout de femme, d'une fragilité immense, mais en état de sidération complète. Elle a un parcours familial un peu difficile, un peu chaotique. Et elle a un vécu de jeune femme aussi un peu marqué par des épisodes d'agression sexuelle. Pas intrafamiliaux, mais au gré de mauvaises rencontres. Et ça, elle le refoule. Elle a gardé ça au fond d'elle. Elle a personne à qui se confier. C'est une femme seule, c'est une femme isolée. Au moment des faits, on est plus que dans une situation de crispation. Et à ce moment-là, elle est devenue, c'est l'expression utilisée dans le dossier, ça ne l'est pas par Bettina, ça l'est par la femme de Philippe Gléty et la maîtresse de Philippe Gléty. Elle-même, on dit de Bettina qu'elle était devenue le sextoy de Philippe Gléty. Je suis pas sûr que Bettina en retirait quoi que ce soit. Elle est consentante comme une salariée peut être consentante aux sollicitations d'un patron, pour mettre les choses dans le contexte. C'est un millefeuille. Il n'y a pas une cause. Il y a cette accumulation de couches les unes au-dessus des autres
qui font que elle prend tout ça, le poids sur ses épaules, et à un moment, elle sait pas comment se débarrasser de ça, quoi. Vie familiale à la dérive, vie professionnelle très très compliquée, relation adultérine mais frustrante, en plus avec le patron, un mari aux abonnés absents et un vécu au moins sexuel ou sentimental dans sa jeunesse qui est pas simple. Bah oui. Le burn-out, il arrive. Certains vont passer par une psychothérapie. Elle, c'est pas ce qu'elle a eu la ressource de faire. Il y avait d'autres moyens de sortir de cette situation. Elle aurait pu démissionner. Elle choisit, elle, d'éliminer l'objet de son stress et de ses ennuis. C'est une cocotte minute, un burn-out généralisé. Pas que professionnel. Ce serait réducteur. Elle en pouvait plus de cette vie-là. Elle a décidé de tout brûler. Il est certain que Philippe Letty paye pour tout le monde, mais il est délibérément choisi. Délibérément choisi parce qu'il incarne finalement tout le mal de la vie de Bettina. Cet homme-là est l'incarnation du mal pour Bettina. Femme fragile ou ambitieuse prête à tout pour parvenir à ses fins? Ces deux thèses vont s'affronter tout au long de cette affaire, d'autant qu'un autre élément va venir un peu plus semer le trouble sur la personnalité de Bettina Bau. On sait, depuis l'enquête, qu'elle a détourné des fonds, 38 000 €. Alors c'est 400 € par-ci, 400 € par-là. Yves Renaud, journaliste à France Bleu. Ça fait 38 000 € au total. C'est pas monstrueux, mais il y a détournement d'argent dans le dos de son patron. Sur plusieurs années, elle avait détourné un chèque de 200, de 300, de 400 €. La belle affaire. David Metaxas, avocat de Bettina Bau. Dans l'esprit de Bettina, ça, c'était une compensation de tous les efforts qu'elle fournissait pour cette société-là, alors que son statut n'avait jamais évolué depuis la création de la société. Alors là, évidemment, nous nous sommes posé la question, est-ce que ce détournement présente une valeur quelconque en termes de mobile? L'enquête a démontré que ce n'était pas le cas. Monsieur Philippe Letty n'était pas au courant, il n'avait pas vraiment les moyens de l'être, puisque c'était pas très important, très conséquent en termes de montant. Donc voilà, donc c'est une hypothèse qui a été traitée et d'ailleurs jugée totalement à part. Le procès de Bettina Bau va s'ouvrir 2 ans après les faits. C'est assez court, au fond, pour un procès d'assises. On ne sait rien de ses motivations profondes. Donc il y a une vraie attente. On attend vraiment les raisons, en fait. Ce fameux pourquoi qu'on attend durant 2 ans d'instruction. Anaïs Gletti, fille de Philippe Gletti. Elle dit qu'elle a une grosse fatigue au travail, mais en tout cas, nous, c'est pas une réponse qui nous satisfait parce qu'on se dit que à ces problèmes-là, il y a d'autres solutions. Quand elle a la parole, elle essaye d'expliquer son geste, mais finalement, c'est tout ce qu'on a eu déjà durant l'instruction, donc on n'apprend rien. Elle ne reconnaîtra jamais, naturellement, qu'elle a fait tout ça parce que, en fait, son amour-propre, son orgueil, ne supportait pas qu'elle soit remise en cause et qu'elle soit placardisée. En termes d'explication, Bettina pouvait pas donner plus. Peut-être que cette vérité-là est frustrante. Hein. Elle nous demande pardon au début du procès. Et à la fin? Et à la fin, mais bon... À ce moment-là, c'est pas du tout dans nos esprits. C'est pas du tout dans mon esprit. Moi, le pardon en 2014, je veux pas en entendre parler. Elle nous a quand même enlevé notre papa aussi, donc j'envisage pas de pardonner. J'envisage pas de pardonner à ce moment-là. Nous, les proches de criminels, nous sommes des victimes collatérales, certes, mais des victimes à part entière. Comment vous voulez que je pardonne à une femme qui a agi de cette façon, sans penser à sa propre fille? À 16 ans, prendre ça en pleine figure, c'est horrible. Aujourd'hui, on me dit faut pardonner, faut savoir pardonner. Non, je peux pas. L'avocat général, il va réclamer 18 ans de réclusion. Le jury est très clair. Il répond oui à la majorité à toutes les questions qui sont posées par le président. Il prend la peine exacte demandée par l'avocat général.
18 ans de prison. Disons qu'on est parti tout de suite en sachant qu'elle n'en ferait que la moitié. On n'a pas trouvé ça très logique parce qu'on le savait d'emblée. Oui, parce qu'à la sortie du procès, donc c'est son avocat, maître Metaxas, qui dit bah voilà, si elle se conduit bien, elle en fera la moitié. Mais je vous assure, moi, j'étais pas prête à entendre ça, quoi. Enfin, j'étais en colère. Vu la frustration qu'on avait eue après le procès de ne pas avoir eu les réponses qu'on avait apportées, j'ai fait une demande de parloir tout de suite derrière parce que j'ai ressenti ce besoin. C'était intimement, c'était en moi, mais de la rencontrer. Anaïs Gletti, fille de Philippe Gletti. Je fais une première demande auprès du tribunal qui est refusée, une deuxième demande, une troisième demande, elles sont refusées. Je laisse passer un petit peu de temps parce que pareil, il faut que je digère les refus, puis il faut que je trouve une autre manière de rentrer en contact avec elle. Et je commence à entamer une correspondance avec elle en 2016. Bettina, nous sommes le 27 février 2016. 4 ans, jour pour jour, que tu as commis l'irréparable. 4 ans, jour pour jour, que je vis dans l'incompréhension. J'ai du mal à trouver les bons mots pour exprimer tout ce qui se passe dans ma tête. J'ai connu la douleur de l'annonce du décès de mon père, puis j'ai connu la colère quand ce dimanche 4 mars, nous avons su ce qui lui était arrivé. Au jour d'aujourd'hui, la colère s'estompe petit à petit. Cela fait 4 ans que j'essaye d'y mettre des mots, et finalement elle ne sert à rien et ne fait rien avancer. Je ne suis pas certaine de pouvoir te pardonner un jour, mais le temps fait son travail. J'espère que cette lettre t'arrivera. Je ne l'ai pas écrite dans le but de te faire culpabiliser, mais dans le but de te faire part de mes sentiments qui m'ont traversé et me traversent depuis ces 4 années. Je ne sais pas comment elle va réagir, et puis finalement j'ai la bonne surprise de recevoir une réponse peu de temps après. Bonjour Anaïs, difficile pour moi aussi de t'écrire. Peur de mal m'y prendre, de ne pas utiliser les bons mots. Je trouve ta démarche extrêmement courageuse, et j'imagine les difficultés que tu as dû rencontrer pour y parvenir. Ta lettre m'a bouleversée. À sa lecture, j'ai pu ressentir ta souffrance, celle de tes proches, ta colère aussi. Tout cela est bien légitime. Il n'y a pas un jour depuis le drame où je ne pense pas à ton père, à toi ou à tes proches. Tu peux tout m'écrire, j'en accepterai les termes et je répondrai à chaque lettre si tu en exprimes le désir. Avec tout mon respect, Bettina. C'était une sorte de thérapie pour moi à ce moment-là. L'acte en lui-même, c'est compliqué à pardonner parce que quelque chose qui est fort. Et puis en plus de ça, ça nous a quand même enlevé quelqu'un, un pilier de notre famille. Mais par contre, je pardonne la personne. Et j'arrive vraiment à la voir autrement que comme juste une criminelle. C'est pas juste une criminelle, c'est vraiment quelqu'un derrière. Et elle, j'ai réussi à la pardonner. J'ai cette envie de la rencontrer. En fait, j'ai l'impression que tant que cette rencontre physique finalement aura pas pu avoir lieu, la boucle sera pas tout à fait bouclée. Donc je pense que ça peut finir l'histoire entre guillemets. Avril 2011, dans une rue tranquille de Nantes, une maison attire l'attention. Les volets sont clos, le courrier s'accumule, les voisins n'ont vu personne depuis plusieurs jours, la famille Dupont de Ligonnès ne répond plus, ni aux appels, ni aux messages, ni aux inquiétudes. Lorsque les enquêteurs pénètrent dans la maison, ils comprennent immédiatement que ce silence n'est pas ordinaire. Sous la terrasse du jardin, ils découvrent ce que personne n'aurait voulu imaginer, toute une famille a disparu et un homme manque à l'appel. Son nom, Xavier Dupont de Ligonnès. Avant de devenir l'un des visages les plus reconnaissables des faits divers français, Xavier Dupont de Ligonnès est un homme que personne ne remarque vraiment. Il ne cherche pas la lumière, il ne provoque pas, il ne dérange pas. Dans les souvenirs de ceux qui l'ont côtoyé, il apparaît comme quelqu'un de poli, courtois, parfois même effacé. Xavier naît en 1961 dans une famille issue de la bourgeoisie catholique, marquée par une certaine tradition aristocratique. Son enfance se déroule dans un cadre où les valeurs sont claires. Tenue, discrétion, respect des apparences, on n'expose pas ses failles, on ne montre pas ses faiblesses, on maintient une image digne, quoi qu'il arrive. Très tôt, Xavier apprend à se fondre dans le décor. Il n'est ni le plus brillant, ni le plus turbulent. Il observe, il écoute, il s'adapte. Cette capacité à se rendre presque invisible deviendra plus tard
l'un de ses traits les plus troublants. À l'âge adulte, Xavier donne l'image d'un homme cultivé, bien élevé, à l'aise dans les conversations. Il sait parler aux gens, il sait raconter, il sait surtout ne pas trop en dire. Ceux qu'il rencontre le décrivent souvent comme sympathique, parfois un peu distant, mais jamais inquiétant. Il épouse Agnès Dupont de Ligonnès, une femme profondément croyante, investie dans sa foi et dans sa famille. Ensemble, ils auront 5 enfants, une famille nombreuse, unie en apparence, installée à Nantes, dans une maison de quartier calme. À l'extérieur, tout évoque une vie ordinaire, une famille qui va à l'église. Des enfants scolarisés, des voisins qui se saluent. Xavier se présente comme entrepreneur. Il parle de projets, de sociétés, de perspectives à venir. Il utilise des mots rassurants, consultant, chef d'entreprise, gestion. Il donne l'impression de quelqu'un qui travaille beaucoup, même si son activité reste floue. Et c'est là que se situe le premier décalage, car en réalité, les projets professionnels de Xavier ne fonctionnent pas. Les entreprises qu'il lance échouent les unes après les autres. Les revenus sont instables, parfois inexistants. Les dettes s'accumulent lentement, silencieusement, mais Xavier ne l'admet jamais frontalement. Il préfère arranger la vérité, minimiser les difficultés, reporter les échéances. Il raconte à son entourage que tout va bientôt s'arranger, qu'un contrat est en cours, qu'un investissement est sur le point d'aboutir, qu'il suffit d'attendre encore un peu. Ce n'est pas un mensonge spectaculaire, c'est un mensonge quotidien, un mensonge d'usure, et plus le temps passe, plus il devient difficile de distinguer dans son discours ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Agnès, de son côté, semble lui faire confiance, elle croit en lui. Elle croit aussi que la foi peut résoudre ce que la raison ne parvient plus à expliquer. Elle soutient son mari, s'occupe des enfants, gère le quotidien. La famille continue d'avancer, comme si tout était normal. Mais derrière cette normalité se cache une tension permanente. Xavier vit avec une peur sourde, celle d'être démasqué. Peur que ses proches découvrent l'ampleur de ses difficultés financières. Peur que son image s'effondre. Peur de ne plus être à la hauteur de ce qu'il prétend être. Pour un homme élevé dans l'idée que l'apparence est essentielle, cette perspective est insupportable. Alors il maintient le décor, il sourit, il rassure, il joue son rôle. À Nantes, personne ne se doute que la situation est critique. Les voisins décrivent une famille sans histoire, les enfants semblent équilibrés, rien ne dépasse, rien ne crie. Et pourtant, à l'intérieur de Xavier Dupont de Ligonnès, quelque chose se fissure lentement. Il commence à se sentir prisonnier de sa propre mise en scène. Chaque jour demande un effort supplémentaire pour maintenir l'illusion. Chaque conversation devient un exercice de contrôle. Chaque question anodine est perçue comme une menace potentielle. Il ne voit plus d'issue simple. Admettre l'échec serait perdre la face. Continuer à mentir devient de plus en plus risqué. C'est à ce moment-là que sa vie, jusque-là ordinaire en apparence, bascule progressivement dans une logique différente. Une logique où la réalité n'est plus un cadre, mais un obstacle. Et dans ce glissement silencieux, personne n'entend l'alarme, parce que Xavier Dupont de Ligonnès n'est pas un homme qui fait du bruit, c'est un homme qui disparaît lentement, bien avant de disparaître réellement. À mesure que les années passent, la vie de Xavier Dupont de Ligonnès devient une succession d'équilibres précaires. Vu de l'extérieur, rien ne semble vraiment changer. La famille est toujours là. La maison est toujours occupée. Les enfants poursuivent leur scolarité. Agnès continue d'organiser le quotidien avec calme et dévouement. Mais à l'intérieur, quelque chose se dérègle. Les difficultés financières ne sont plus temporaires. Elles deviennent structurelles. Les projets professionnels de Xavier ne génèrent presque aucun revenu. Les promesses qu'il faisait hier, un contrat en attente, un partenaire intéressé, une solution imminente, ne se concrétisent jamais. Pourtant, Xavier persiste à parler comme si tout allait s'arranger. Il entretient une narration constante. Un futur proche, toujours positif, toujours repoussé.
À ses proches, il explique que le monde professionnel est compliqué, que les opportunités prennent du temps, que les vraies réussites demandent de la patience. Il se présente comme quelqu'un de lucide, de stratégique, presque visionnaire. Mais dans les faits, les comptes sont à découvert. Les rappels s'accumulent. Les aides sociales deviennent indispensables. Une réalité que Xavier vit comme une humiliation silencieuse. Pour un homme qui s'est toujours défini par l'intellect, la maîtrise et l'image sociale, cette situation est insupportable. Peu à peu, son rapport au monde change. Il devient plus méfiant, plus sur la défensive, moins tolérant à la contradiction. Les discussions anodines se transforment parfois en débats tendus. Il interprète certaines remarques comme des attaques. Il voit des intentions là où il n'y en a pas forcément. Comme si le simple fait d'être questionné mettait en danger l'édifice fragile qu'il a construit. À la maison, le climat se charge d'une tension sourde. Rien d'explosif, rien de visible, mais une fatigue émotionnelle constante. Agnès, profondément croyante, cherche des réponses dans la foi. Elle prie, elle espère. Elle tente de maintenir l'unité familiale. Elle continue de croire que les difficultés ne sont qu'une épreuve passagère. Xavier, lui, commence à se sentir isolé. Il ne parle plus vraiment de ses peurs. Il ne partage plus ses doutes. Il s'enferme dans ses pensées. C'est à ce moment-là que son discours devient plus étrange. Il évoque parfois des menaces diffuses, des forces extérieures, des organisations puissantes. Il parle de surveillance, de dangers invisibles, comme s'il tentait de donner un sens plus grand à son échec personnel. Ses propos ne sont pas constants. Ils surgissent par moments, puis disparaissent. Suffisamment rares pour ne pas alerter immédiatement, mais suffisamment présents pour troubler ceux qui les entendent. Xavier semble chercher une explication qui le dépasse. Une raison extérieure à ses difficultés. Quelque chose qui justifierait sa situation sans remettre en cause sa valeur. Dans son esprit, il n'est pas en train d'échouer. Il est empêché. Cette bascule est fondamentale. Car à partir de là, la réalité cesse d'être un terrain objectif. Elle devient une version parmi d'autres. Une version qu'il peut remodeler, réinterpréter, adapter à ce qu'il a besoin de croire. Les mensonges, autrefois utilitaires, prennent une nouvelle dimension. Ils ne servent plus seulement à rassurer. Ils servent à structurer une vision du monde. Une vision où Xavier n'est pas responsable. Où il est au centre d'un récit plus vaste. Où les règles ordinaires ne s'appliquent plus vraiment. À l'extérieur, personne ne voit cette transformation intérieure. Les amis décrivent toujours un homme poli, intelligent, parfois un peu étrange, mais rien de plus. Les voisins n'entendent pas de disputes. Les enfants continuent d'aller à l'école. La façade tient. Mais derrière cette façade, Xavier ressent une pression constante. Chaque jour est une mise à l'épreuve. Chaque interaction sociale est un exercice de contrôle. Il doit se souvenir de ce qu'il a dit à qui. Maintenir la cohérence de son récit. Éviter les contradictions. Cette vigilance permanente l'épuise. Il dort mal. Il rumine. Il anticipe sans cesse le moment où tout pourrait s'effondrer. Et plus il anticipe cette chute, plus il la redoute. Dans son esprit, une idée commence à s'installer lentement, presque imperceptiblement. Si la vérité éclate, tout est perdu. Son image, sa famille, sa place dans le monde. À ce stade, Xavier ne voit plus la réalité comme quelque chose à affronter, mais comme quelque chose à éviter à tout prix. C'est là que le danger devient réel. Car lorsqu'un homme en arrive à penser qu'il n'a plus d'issue acceptable, il commence parfois à envisager des solutions que personne autour de lui ne peut imaginer. Sans bruit, sans agitation, dans le plus grand calme apparent. Et pendant que la vie continue à Nantes, que les jours se succèdent comme si tout était normal, Xavier Dupont de Ligonnès s'enfonce doucement dans une logique où l'illusion vaut mieux que la vérité. Une logique qui, bientôt, le conduira à préparer un départ. Pas un simple changement de vie, mais une rupture totale. Il n'y a pas de rupture brutale. Pas de crise visible. Pas de geste précipité. Chez Xavier Dupont de Ligonnès, le basculement se fait dans le calme. Dans une forme de lucidité froide, presque méthodique. À partir d'un certain moment, il ne cherche plus à sauver sa situation. Il cherche à la contrôler jusqu'au bout. Quelque chose a changé dans sa manière de penser. La réalité ne lui apparaît plus comme un ensemble de problèmes à résoudre, mais comme une menace à neutraliser. Chaque difficulté devient un élément à intégrer dans un scénario plus large. Un scénario qu'il est seul à écrire. Xavier commence alors à préparer.
Pas dans la précipitation, mais avec rigueur. Il trie. Il anticipe. Il planifie. Il règle certains détails administratifs. Il s'intéresse aux emplois du temps de chacun. Il observe les habitudes de sa famille, les horaires, les déplacements. Tout cela se fait sans éclat, sans signe extérieur. À ce stade, rien ne laisse penser qu'il s'agit d'un point de non-retour. Mais dans son esprit, une décision semble déjà prise. En parallèle, son discours évolue encore. À certains proches, il commence à évoquer une version nouvelle de sa vie. Il parle d'un départ imminent, d'un changement radical. Il explique qu'il va travailler à l'étranger, aux États-Unis, pour une organisation confidentielle, que sa mission est sensible, que le silence sera nécessaire. Ce récit est invraisemblable, mais il est raconté avec assurance. Et surtout, il correspond parfaitement à ce que Xavier veut montrer de lui-même. Un homme important, discret, impliqué dans quelque chose qui le dépasse. Une justification élégante à son retrait progressif du monde. Il envoie des messages, des lettres, des explications, toujours calmes, toujours cohérentes, toujours pensées pour rassurer. Il explique que la famille va devoir disparaître temporairement, ne plus répondre, ne plus donner de nouvelles, que tout est sous contrôle. Et, chose troublante, certaines personnes y croient. Parce que Xavier n'a jamais été un homme fantasque. Parce qu'il parle posément. Parce qu'il ne semble pas affolé. Dans son entourage, on ne perçoit pas l'urgence. On ne sent pas le danger. À la maison, Agnès continue de jouer son rôle. Elle fait confiance. Elle suit. Elle croit. Sa foi l'amène à accepter ce qu'elle ne comprend pas entièrement. Elle se raccroche à l'idée que son mari sait ce qu'il fait. Les enfants, eux, ne mesurent pas l'ampleur de ce qui se joue. Ils vivent dans le cadre rassurant que leurs parents ont toujours maintenu. Rien n'est expliqué clairement. Rien n'est nommé. Pendant ce temps, Xavier se détache progressivement. Il met de la distance. Il observe plus qu'il ne participe. Il semble ailleurs, concentré sur quelque chose d'intérieur. Ce détachement est l'un des éléments les plus frappants lorsqu'on reconstitue cette période. Xavier ne paraît pas débordé par l'émotion. Il ne montre pas de panique. Il agit comme quelqu'un qui a accepté une issue définitive. Dans les jours qui précèdent la disparition de sa famille, il continue à interagir avec le monde extérieur. Il échange des messages. Il se montre poli. Normal. Presque banal. Cette normalité est troublante. Parce qu'elle donne l'impression qu'il vit dans deux réalités parallèles. Celle que tout le monde voit. Et celle qu'il est seul à connaître. Une réalité où chaque geste est calculé. Où chaque parole est un élément du récit qu'il construit. À partir de ce moment, Xavier n'improvise plus. Il exécute. Il anticipe les réactions. Il imagine les questions. Il prépare les réponses. Son objectif n'est pas seulement de partir. C'est de contrôler ce qui restera derrière lui. Il veut que son absence ait un sens. Que son silence soit expliqué. Que son image reste intacte, aussi longtemps que possible. Dans son esprit, il ne s'agit pas d'un abandon. Il s'agit d'un passage. Un passage qu'il pense maîtriser totalement. Ce chapitre 3 est celui où l'homme cesse de subir. Où il devient l'auteur exclusif de sa propre histoire. Où la logique ordinaire ne s'applique plus. Et lorsque tout est en place, lorsque chaque détail semble réglé, Xavier Dupont de Ligonnès est prêt à franchir l'étape suivante. Non pas une fuite improvisée, mais un départ soigneusement mis en scène. Un départ après lequel, il le sait déjà, plus rien ne sera jamais comme avant. Lorsque Xavier Dupont de Ligonnès quitte Nantes, il ne part pas dans la précipitation. Rien ne ressemble à une fuite paniquée. Son départ est calme, presque ordinaire. Il prend sa voiture, charge quelques affaires, ferme la porte derrière lui. Aucune scène. Aucun adieu visible. Pour le monde extérieur, il s'agit d'un homme qui se déplace, tout simplement. Mais en réalité, ce voyage n'est pas un déplacement banal. C'est une transition. Un passage entre deux existences. Très vite, les enquêteurs pourront reconstituer son itinéraire avec une précision troublante. Xavier laisse des traces. Il paie avec sa carte bancaire. Il s'arrête dans des hôtels. Il dîne au restaurant.
Il ne cherche pas à disparaître immédiatement. Au contraire, il semble vouloir être vu. Il descend progressivement vers le sud de la France. Étape après étape. Ville après ville. À chaque arrêt, il adopte le même comportement. Poli avec le personnel. Discret. Calme. Il discute parfois. Il ne paraît ni stressé ni inquiet. Ceux qui le croisent n'ont aucune raison de se souvenir de lui comme d'un homme hors du commun. Ce qui frappe, rétrospectivement, c'est cette impression de normalité absolue. Xavier n'est pas un homme traqué. Il est un homme qui avance. Dans les hôtels, il réserve une chambre pour une nuit. Parfois 2. Il règle ses frais sans difficulté. Il regarde la télévision. Il dort. Il repart le lendemain. Comme n'importe quel voyageur solitaire. Ce comportement intrigue encore aujourd'hui. Car s'il avait voulu disparaître immédiatement, il aurait pu éviter ses traces. Mais Xavier semble avoir un autre objectif. Orchestrer sa disparition, pas l'effacer brutalement. Chaque paiement, chaque passage, chaque caméra devient un marqueur temporel. Comme s'il voulait créer un dernier récit, une dernière ligne droite parfaitement lisible. À mesure qu'il se rapproche du sud, son itinéraire devient plus lent, moins direct. Il prend son temps. Il observe. Il marque. Des images de vidéosurveillance le montrent dans les rues, marchant seul, sac sur l'épaule. Il ne regarde pas derrière lui. Il ne se presse pas. Il a l'allure d'un homme en paix avec sa décision. Cette sérénité apparente est l'un des éléments les plus dérangeants de toute l'affaire. Car elle suggère que, dans son esprit, tout est déjà accompli. Le 15 avril 2011, Xavier arrive à Roquebrune-sur-Argent, dans le Var. Un village tranquille, entouré de nature, de collines, de sentiers escarpés. Il s'installe dans un hôtel modeste. Rien de luxueux. Rien d'ostentatoire. Il passe la nuit sur place. Le lendemain matin, il règle sa chambre, quitte l'établissement et se dirige vers un chemin de randonnée. Il est filmé une dernière fois par une caméra de surveillance. Il marche, calmement, vers l'arrière-pays. Puis, il disparaît. Aucune trace formelle après cet instant. Aucun paiement. Aucun appel. Aucune activité vérifiée. C'est ici que l'histoire bascule définitivement dans le mystère. Les autorités lancent des recherches. La zone est fouillée. Les sentiers sont inspectés. Les environs sont explorés. Mais malgré les efforts, rien ne permet de conclure de manière définitive. Xavier Dupont de Ligonnès semble s'être dissous dans le paysage. À partir de là, 2 récits possibles émergent. Le premier est celui d'une fin volontaire, survenue dans cet environnement isolé. Une hypothèse plausible, renforcée par le choix du lieu, par la solitude, par l'absence de traces ultérieures. Le second est celui d'une disparition maîtrisée. Un dernier point visible avant un effacement total. Une manière de faire croire à une fin, tout en laissant la possibilité d'un ailleurs. Ce qui rend ce moment si troublant, c'est qu'aucune preuve irréfutable ne vient trancher. Le dernier voyage de Xavier n'est pas seulement géographique. Il est symbolique. C'est le moment où il cesse d'être un mari, un père, un voisin. Le moment où il devient un nom, une photo, un avis de recherche. Dans cette marche finale, il n'y a ni panique ni désordre. Seulement un silence progressif. Comme si, à chaque pas, il se détachait un peu plus du monde qu'il laissait derrière lui. Et ce silence, paradoxalement, est ce qui nourrit encore aujourd'hui toutes les questions. Parce que Xavier Dupont de Ligonnès n'a pas disparu dans la confusion. Il a disparu dans le calme. Un calme si total qu'il continue, plus de 10 ans plus tard, à défier toutes les certitudes. Après la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès, l'enquête ne s'arrête pas. Elle se transforme. Elle quitte le terrain du fait divers pour entrer dans celui du mystère collectif. Très vite, cette affaire dépasse les murs de la maison de Nantes, dépasse même les frontières françaises. Elle devient une obsession nationale. Parce que Xavier n'a pas seulement disparu. Il a laissé derrière lui une absence active. Chaque élément retrouvé semble ouvrir plus de questions qu'il n'en referme. Les enquêteurs analysent ses derniers déplacements, ses paiements, ses messages, ses lettres. Tout est étudié, disséqué, interprété. Mais rien ne permet de conclure définitivement. L'hypothèse d'une fin volontaire est examinée en profondeur.
Le lieu de sa disparition, isolé, escarpé, s'y prête. Pourtant, malgré les recherches, aucune preuve irréfutable n'émerge. Rien qui permette de dire avec certitude « c'est ici que tout s'est terminé ». Alors l'autre hypothèse prend de l'ampleur. Celle d'un homme qui aurait organisé sa disparition. Avec méthode, avec patience, avec une connaissance précise des failles du système. Xavier parlait plusieurs langues. Il avait vécu à l'étranger. Il savait se fondre dans un environnement nouveau. Et surtout, il avait démontré pendant des années une capacité à maintenir des récits alternatifs sans éveiller immédiatement les soupçons. À partir de là, chaque témoignage devient une piste potentielle. Des signalements apparaissent régulièrement. Un homme aperçu ici, un visage reconnu là, bas, en Europe, en Amérique latine, en Asie parfois. Chaque fois, l'espoir renaît. Chaque fois, il retombe. Les autorités vérifient, les médias relaient, puis le silence revient. L'affaire prend une dimension presque mythologique. Xavier Dupont de Ligonnès devient un symbole, celui de l'homme introuvable, celui qui échappe au cadre habituel, celui qui résiste au temps. En 2019, un événement relance brutalement l'attention. Une arrestation en Écosse. Pendant quelques heures, la France entière croit que le mystère est enfin résolu. Les médias s'emballent, les réseaux sociaux s'enflamment, mais l'erreur est rapidement confirmée. Ce n'est pas lui. Ce moment marque un tournant. Il rappelle à quel point cette affaire est fragile, mouvante, incertaine. À quel point chaque espoir de résolution peut se transformer en désillusion. Avec le temps, l'enquête devient aussi une affaire de mémoire collective. Chacun projette ses propres hypothèses, ses propres peurs, ses propres croyances. Certains sont convaincus qu'il n'est plus en vie, d'autres sont persuadés qu'il vit ailleurs, sous une autre identité. D'autres encore oscillent, incapables de trancher. Ce flou permanent alimente le mythe. Xavier Dupont de Ligonnès n'est plus seulement un homme recherché. Il est devenu une figure narrative, un personnage sans conclusion. Ce qui fascine autant, ce n'est pas seulement l'absence de réponse. C'est le contraste entre la banalité de l'homme et l'ampleur de l'énigme. Rien dans son apparence ne le désignait comme quelqu'un capable de disparaître ainsi. Et pourtant, chaque année qui passe sans nouvelles renforce cette impression étrange, celle d'un homme qui a réussi à se soustraire au monde moderne. Dans une société saturée de caméras, de données, de traces numériques, il est devenu invisible, ou du moins indétectable. Aujourd'hui encore, son visage circule, sur des affiches, dans des documentaires, dans des podcasts, dans des conversations nocturnes où l'on refait l'histoire, encore et encore. Parce que cette affaire ne se clôt pas, elle se répète. Et tant que Xavier Dupont de Ligonnès ne sera ni retrouvé ni formellement identifié, il restera ce qu'il est devenu malgré lui, ou peut être exactement comme il l'avait prévu, un fantôme moderne, présent partout, introuvable nulle part. Aujourd'hui encore, Xavier Dupont de Ligonnès est officiellement recherché, son visage est connu de tous, son nom est devenu un symbole, symbole d'un mystère non résolu, d'une disparition totale. D'un homme qui a quitté sa vie sans jamais se retourner, ce qui trouble le plus, ce n'est pas seulement ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a réussi à faire ensuite. Disparaître. Dans un monde où tout laisse des traces, et tant qu'aucune certitude ne viendra clore cette histoire, une question continuera de hanter les esprits. Xavier Dupont de Ligonnès est-il mort? Ou vit-il quelque part, sous un autre nom, avec son secret?